Depuis plusieurs années maintenant, nous assistons à un changement de paradigme profond de la société. L'émancipation de la femme et l'évolution des mœurs apportent leur lot de bienfaits, mais également de bêtises. Sous couvert d'un humanisme empreint d'une pureté morale, émergent des groupes de censeurs qui, sous couvert de protection de l'humanité, revisitent l'histoire à l'aune de ce qu'ils jugent bien ou mal. Ils nient toute la complexité de l'espèce humaine et font de la victimisation un étendard sacré et gare à ceux qui critiqueraient leurs actions. Ils verraient leur bienveillance questionnée. Aujourd'hui, un auteur associé à l'histoire colonialiste ou avec des accointances antisémites, fût-il un romancier de génie comme Jane Austen, Ernest Hemingway, John Steinbeck, Roald Dahl ou encore Céline, se verra disqualifié ou pire, sous réécriture idéologique d'une nouvelle littérature qui devra, elle, respecter la parité et l'inclusion en recouvrant les descriptions de la cruauté et de la bêtise humaine d'un masque bienveillant. Doit-on interdire le film culte American Psycho pour protéger ceux qui sont offusqués de voir un tueur en série homophobe et raciste, ou ne pas enseigner Huckleberry Finn à l'école parce que Mark Twain a utilisé le mot nègre? Outre le fait que cette posture idéologique rappelle des heures sombres de notre histoire, n'enferme-t-elle pas la société dans un monde faux, aseptisé et sans intérêt, détruisant l'expression de la singularité, de l'intelligence et potentiellement, et je vais dire un gros mot, de la performance? Dans ce podcast, nous allons tenter d'apporter des réponses aux questions suivantes. Quelle valeur contribue au génie, à l'esprit d'excellence et au progrès de l'humanité? Comment la suprématie des valeurs humanistes dessert-elle la science, la parentalité ou encore notre rapport au travail? Quelles sont les qualités et les expressions de la grandeur? Afin de comprendre ce qui fait la grandeur et la vitalité d'un homme et d'une société, je suis heureuse d'accueillir Fanny Nussbaum, docteur en psychologie, spécialisée en neurosciences de l'intelligence et de la performance, et l'auteur du livre L'art de l'excellence, En finir avec la dictature des humanistes, paru aux éditions Alizio. Nous l'avions déjà reçu pour parler de ses 3 précédents ouvrages, que sont les Philocognitifs, Le secret des performants, tous deux parus aux éditions Odile Jacob, et Le cerveau sous hypnose, paru aux éditions Humaine Science. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Fanny Nussbaum, bonjour. Bonjour Amal. Alors, ce nouvel ouvrage est fondamentalement différent des autres. Il s'adresse à vos enfants et vous vous dévoilez concrètement en évoquant votre mode de vie, tant privé que professionnel, mais aussi vos opinions politiques. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche ? Vous l'avez dit, c'est mes enfants. Je pense toujours à mes enfants, en fait, dans tout ce que je fais. Je sais pas si c'est un schmurte de femme, mais en tout cas, vraiment, mes enfants, ce sont mes tripes et c'est à eux que je veux transmettre quelque chose. Et donc, ce qui a motivé ça, comme ce qui motive tous les livres que j'écris d'ailleurs, ce sont mes enfants, c'est qu'est-ce que je veux leur transmettre, dans quelle société, comme toutes les mamans, je crois, dans quelle société j'ai envie que mes enfants vivent. Et donc vous disiez que c'est un livre politique, alors je dirais que c'est plutôt un livre philosophique que politique, parce que je trouve que la politique c'est réducteur, j'ai pas envie de parler de gauche, de droite, c'est vraiment davantage dans quelle philosophie de vie, et bien sûr ça a des applications politiques et des implications politiques, mais dans quelle philosophie de vie j'ai envie de faire grandir, évoluer mes enfants. Alors pourquoi l'art de l'excellence ? Parce que je pense que aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit dans votre introduction, l'excellence est quelque chose qui est cloué au pilori par notre société actuelle. À chaque fois qu'on parle d'excellence ou de performance, on va parler d'une course au bling-bling ou des élites, d'élitisme, du fait que l'excellence soit quelque chose du camp du mal. En fait, la plupart du temps, quand on entend parler d'une quête d'excellence, c'est par de méchants oppresseurs qui vont vouloir presser le citron de gens qui n'ont pas forcément envie de ça. Et je crois que l'excellence, c'est bien plus grand, bien plus beau que ça. Et j'ai pas envie que mes enfants grandissent dans une société où on leur dit, quand ils mettent en avant tout le temps leur vulnérabilité, une forme de victimisation, qu'on leur dise bravo, c'est bien, oh là là, qu'est-ce que tu es courageux. Et qu'en revanche, ils essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes, d'être les plus grands, les plus beaux, les plus forts. Et bien, à ce moment-là, on leur dise, oh écoute, la ramène pas, hein, c'est pas bien de vouloir te montrer le plus grand, le plus beau, le plus fort. Et au contraire, j'ai envie que mes enfants, ils se montrent les plus grands, les plus beaux, les plus forts, toujours. Alors vous opposez 2 états d'esprit que sont l'essentialisme et l'existentialisme. Pouvez-vous nous définir et nous expliquer ce qu'ils regroupent ?
Alors l'essentialisme, c'est vraiment une notion donc philosophique qui parle de l'être comme étant absolu presque. Ce serait le je suis né comme ça. Donc on est né petit, grand, on est né peut-être, je sais pas, je dis une bêtise, anorexique ou autre. Et ensuite, une fois qu'on est né avec ces particularités, eh bien on passe toute sa vie à essayer de se découvrir, de découvrir comment on est né et quel est son être. Donc cette quête de qui je suis, elle est vraiment prégnante dans notre société et à vouloir en permanence justifier ses comportements et ses actions ou souvent ses non-actions par cette essence. J'y peux rien, je suis né comme ça. Donc ça, c'est l'essentialisme. Et puis l'existentialisme, eh bien c'est davantage cette idée qu'on construit qui on est, qu'on devient qui l'on est dans le sens de Nietzsche, c'est-à-dire qu'on peut construire la personne qu'on a envie d'être. Donc on peut construire son identité. Et bien sûr, si on a vécu quelque chose de douloureux, de difficile, l'existentialisme ne dit pas de le mettre sous cloche et de ne pas en parler. Bien sûr, on peut en parler, l'assumer, parfois pleurer devant tout le monde et c'est pas un problème. Mais ce que dit l'existentialisme, c'est ce que je vais faire à partir de cette difficulté. Ça ne va pas être de la vulnérabilité, de la victimisation, etc. Ça va être quelque chose de plus grand. Et je peux être quelqu'un de plus grand même si j'ai vécu des choses douloureuses. Et en quoi vous associez effectivement l'essentialisme avec les humanistes aujourd'hui, puisque votre livre a le titre « Si en finir avec la dictature des humanistes ». Ouais. En quoi l'essentialisme et les humanistes vont à l'encontre de l'existentialisme. De l'existentialisme. Oui. Alors ça, c'est un titre un peu provoque, mais quoique, parce que là, vraiment l'intérieur dit la même chose que le titre. En fait, je revendique un autre humanisme, mais étant donné que le terme humanisme aujourd'hui est utilisé en des termes très philanthropiques, là je vais contre cette notion philanthropique et je vais m'expliquer de l'humanisme. En fait, autrefois, quand on parlait d'humanisme et surtout d'humanité, quand quelqu'un étudiait ses humanités, quand quelqu'un travaillait sur ses humanités, ça voulait dire, surtout à la Renaissance, ça voulait dire travailler le grec, le latin, toutes les disciplines dites nobles. Plus tard, ça a été la philosophie, les sciences, etc. Donc voilà, travailler ses humanités, c'était une manière de retrouver sa dignité pour l'homme, de retrouver sa dignité par le travail sur lui-même et par essayer de faire quelque chose donc de plus grand. Donc ça a été vraiment les débuts des humanités. Et un humaniste, c'était quelqu'un qui travaillait ses humanités. Donc il y avait cette notion de grandeur par le travail, par la discipline, par la noblesse de ce qu'on allait étudier. Aujourd'hui, et à partir du dictionnaire de Diderot et d'Alembert, est apparue une notion nouvelle de l'humanisme, donc de ce que c'est qu'un humaniste. Et là, on voit pour la première fois une notion philanthropique, c'est-à-dire que l'humanisme, ça n'est plus retrouver sa dignité par la grandeur, pour le dire rapidement, mais ça devient simplement aimer l'homme, vouloir du bien à l'homme et vouloir que l'homme, parmi les autres espèces, se multiplie et ait une sorte de prévalence dans son environnement. Donc là, à ce moment-là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord ? Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec des nuances, parce que bien sûr que j'aime l'humain et que j'ai envie de le voir être bien. Mais ce que je n'apprécie pas dans cette vision-là de l'humanisme, c'est ce côté quoi que tu fasses, ta vie est sacrée parce que tu es un homme, parce que tu es là, parce que tu es né, parce que tu respires. Alors, on n'attend rien de plus de toi. L'essentiel, c'est qu'il soit heureux. On entend cette phrase très souvent de parents par rapport à leur enfant. Moi, non, je veux rien de lui. Un bon parent, c'est quelqu'un qui va vous dire cette phrase-là. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va vous dire, moi, j'attends rien de mon enfant. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'il soit heureux. Eh ben non, en fait, on attend toujours plus et mieux. On se projette toujours dans son enfant. On a toujours besoin qu'il soit un meilleur nous-mêmes. Et son enfant, évidemment qu'il ne sera pas heureux si simplement il respire, que personne ne le voit et que toute sa vie, il fait rien de plus grand avec lui-même. Il ne sera pas, quoi qu'il en soit, heureux. Et donc, cette quête de l'essentialisme, de n'être pas trop plus grand que soi-même parce que sinon on va faire de l'ombre aux autres ou parce que c'est pas bien de vouloir être un meilleur, un plus grand, un plus fort, et ben là, je trouve que c'est mauvais, c'est délétère pour l'humanité. Mais est-ce pas un discours un peu élitiste Ça l'est complètement, bien sûr. C'est un discours élitiste, mais je ne vois pas de mal dans l'élitisme. C'est-à-dire que j'ai même moi l'impression que je fais plus de bien à l'humanité quand je dis je veux que vous, Amal, que tous les gens que je rencontre et qui me tiennent à cœur, les autres en réalité j'en ai pas grand-chose à faire, mais que tous les gens que je vais côtoyer, sur lesquels je vais poser mon regard, j'ai envie
de les voir montrer le meilleur d'eux-mêmes. Et je trouve ça beaucoup plus respectueux et humaniste, dans mon sens du terme, que de dire en fait j'attends rien de toi. En fait, tu sais quoi, je m'en fiche que tu fasses quelque chose de grand de toi-même. De toute façon, je pense que en réalité que tu peux pas faire grand-chose de mieux de toi-même. C'est ce qu'on se dit en général. Mais pourquoi tu serais meilleur qu'un autre, hein? C'est ça l'état d'esprit aujourd'hui. Pourquoi toi tu serais meilleur que moi? Pourquoi tu serais meilleur qu'un autre? Non, moi j'ai pas envie de voir ça de l'être humain. J'ai envie de voir des êtres humains qui finissent leur vie en se disant waouh, j'ai accompli des trucs chouettes, quoi. Alors, vous disiez que cette effectivement posture essentialiste était délétère pour l'humanité. Vous évoquez la thèse du penseur grec Polybe sur les cycles politiques des sociétés. Dans quel cycle on se trouve actuellement ? Oui, alors ça s'appelle, le terme c'est l'anacyclose de Polybe. Et donc Polybe nous dit que pour lui, il y a 6 phases dans toute société. Il y a ces 6 cycles politiques, en effet. Donc la première phase du cycle, c'est la monarchie, où on a ça peut être un roi, ça peut être quelqu'un qui va gouverner seul et qui va gouverner donc pour le bien de son peuple. Et à ce moment-là, la monarchie est fonctionnelle et bien sûr il y a toujours des problèmes, mais en tout cas c'est plutôt fonctionnel, ça fonctionne bien. Et puis au bout de peut-être 1, 2, 3, 4 monarques, ou parfois ça peut arriver au bout d'un seul, mais on oublie l'idée de départ de cette monarchie et il commence à y avoir des dérives et le monarque commence à ne plus forcément vouloir le bien de son peuple et peut-être penser à son pouvoir pour lui-même et rien d'autre. On ne sait pas quelles sont ses intentions, mais en tout cas, il y a une dérive. Et à ce moment-là, la deuxième phase qui arrive, après le monarque, c'est le tyran, ou plutôt le monarque devient tyran, le dernier des monarques bienveillants va devenir un tyran, et là, il va utiliser son pouvoir donc à mauvais escient. Donc c'est la deuxième phase, c'est la tyrannie. Ensuite, la troisième phase dont parle Polybe, c'est une reprise de pouvoir. Donc, il y a un cycle ascendant avec la monarchie. Après, on redescend, on tombe dans l'ombre et la douleur avec la tyrannie. Ensuite, on remonte avec les aristocrates, c'est-à-dire une assemblée de sages qui vont reprendre le pouvoir et qui, eux, vont à nouveau apporter du bien à la société, etc. Donc, on est bien avec les aristocrates. Ensuite, à nouveau, les aristocrates vont commencer à utiliser leur pouvoir à mauvais escient, etc. Et ça va devenir des oligarques, ça veut dire on va dire des fils d'eux, pour le dire autrement, qui ont le pouvoir, non pas parce que ce sont des sages, mais parce que ils l'ont eu par papa, par je ne sais quel passe-droit. Passe-droit, merci. Par je ne sais quel passe-droit. Et puis, donc là, à nouveau une heure sombre. Ensuite, on a le peuple qui prend le pouvoir. Et là, c'est la démocratie, le pouvoir par le peuple. Donc, à nouveau, on remonte avec une belle démocratie. Et au bout d'un moment, la démocratie, le peuple, commence lui aussi à utiliser mal son pouvoir. Et ça devient l'ochlocratie, selon le terme de Polybe, c'est-à-dire le pouvoir par la foule. Ce n'est plus le peuple, c'est la foule. Et moi, je dis la horde, la meute, où tout d'un coup, il n'y a plus vraiment de vrai pouvoir noble par le peuple, mais où c'est la foule, c'est la horde. On connaît bien ça avec les réseaux sociaux. Donc, vous me demandiez où est-ce qu'on en est à présent. Je pense, étant donné que c'est une théorie, c'est un modèle, on ne peut pas être sûr et certain qu'on y est pile poil, mais je crois quand même qu'on est dans une période d'ochlocratie et que c'est le pouvoir par la foule et le pouvoir par la victimisation, la vulnérabilité, etc. Et on n'a pas le droit d'être un plus grand soi-même aujourd'hui. Vous écrivez « La censure est monnaie courante dans la confession humaniste, autant que dans toutes les religions. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'a jamais tant parlé de liberté humaine qu'en terre humaniste et qu'on déguise la censure au nom des droits de l'homme. » Oui, c'est ça. Je trouve que les essentialistes sont vraiment de grands donneurs de leçons. Toujours, dès que vous entendez dire c'est une honte, vous dites quelque chose. Il y a pas longtemps, j'ai publié sur LinkedIn un petit post sur le salariat en disant « Et si on évinçait, on arrêtait, on abolissait le salariat ?» En disant, en fait, je pense que le salariat, il a été le salariat tel qu'on le vit aujourd'hui, bien sûr, le salariat avec un contrat de travail qui nous protège, etc. Qu'est-ce qu'il nous dit le salariat d'aujourd'hui ? Il nous dit que on travaille un certain nombre d'heures. Et aujourd'hui, ce salariat, il décorrèle la tâche à accomplir
de la rémunération. C'est-à-dire qu'on n'est plus payé particulièrement pour une tâche qu'on aura accomplie, mais pour un nombre d'heures qu'on aura passé au travail. Et bien sûr, au départ, quand on est recruté, c'est pour faire telle et telle et telle tâche. Mais dans une journée, si vous comptez dans une journée ou dans une semaine ce qu'on va faire, c'est complètement décorrélé. On aura fait ces 35 heures ou ces 39 heures. Mais dans ce temps-là, peu importe qu'on fasse son travail excellemment bien ou de façon moyenne ou de façon nulle, on sera payé de la même façon. Et donc, je trouve que cette décorrélation du travail de la rémunération, elle est, encore une fois, pas bonne pour l'humain. Parce que, bien sûr, c'est chouette qu'on ait cette protection, qu'on puisse à certains moments se permettre d'être moins fulgurant dans ce qu'on fait, moins extraordinaire. On peut avoir à se reposer. Mais la contrepartie et la mauvaise partie, c'est qu'on ne se pousse plus. On n'a plus besoin d'être le meilleur dans ce qu'on fait ou de chercher à être bon dans ce qu'on fait si c'est pas le meilleur. Donc, je posais cette question sur LinkedIn. Et pourquoi on n'abolirait pas le salariat qui finalement, tel qu'on le connaît aujourd'hui, alors après, il y a toujours des mauvaises langues pour dire « mais madame, vous dites n'importe quoi, le salariat a toujours existé ». Non, le salariat n'a pas toujours existé. Il a un peu plus de 200 ans, et c'est après la Révolution. Le salariat tel qu'on le connaît aujourd'hui n'a pas toujours existé. Avant, bien sûr, qu'on percevait des salaires, et le mot salaire est arrivé dans la Rome antique parce qu'on payait les soldats avec des sacs de sel. Donc c'est de ça que c'est venu. Mais on joue sur les mots à ce moment-là. Et donc, dans les commentaires, j'ai été fustigée pour avoir donné une idée, une pensée aujourd'hui, qui certes est différente de ce que plein de gens peuvent penser, qui peut être discutable, mais j'ai eu droit à ce que moi j'appelle des essentialistes, et qui sont venus là tout de suite, sans chercher le débat, mais madame, vous dites n'importe quoi, mais quelle honte, mais quelle honte, vous êtes dangereuse, madame. Voilà, je crois que dans cette société donneuse de leçons, quand on pointe du doigt comme ça le discours, une idée que quelqu'un propose, c'est une façon de le censurer, de dire c'est une honte, vous êtes dangereuse, etc. C'est une façon de couper le débat immédiatement. Donc on ne peut pas parler de liberté d'expression à ce moment-là. Donc tous ceux qui sont pour la liberté et qui pratiquent comme ça je ne sais pas comment ça s'appelle, on va dire la mise en honte, même si c'est pas français du tout, mais rien d'autre ne me vient, de l'autre, sont des censeurs en fait, mais des censeurs qui ne se l'avouent pas et qui maquillent leur censure. Dès lors d'ailleurs qu'on dit à quelqu'un qu'il est dangereux, c'est toujours marrant parce que quand on me dit oh, ce type de pensée c'est dangereux ou un tel est dangereux, je pose souvent la question, tu te sens mis en danger ou mise en danger par cette pensée ? Ah, mais moi, non. Ces gens, en général, disent que eux, non. Parce que eux, ils sont exempts de ça, parce que ce sont les gens fragiles qui pourraient être dangereux. Mais eux ne se considèrent pas comme fragiles quand ils le disent. Et donc, pour eux, ça n'est pas dangereux. Et finalement, au bout du compte, on peut demander à des tonnes de gens comme ça, ils vont dire que c'est dangereux pour les autres, mais pas pour eux. Et dans quelle société une pensée, une idée est dangereuse? On ne va pas être influencé par une idée pour laquelle on n'est pas déjà conditionné, pour laquelle il ne nous va pas. Je dis souvent, et je l'ai dit dans ce livre, si je vous dis, et on en avait parlé pour l'hypnose, s'il y a un aliment que vous n'aimez pas les carottes, si je vous mets des tonnes et des tonnes de publicité faites par les meilleurs publicitaires possibles sur les carottes, même si la publicité est extraordinaire, ça ne va pas vous faire aimer les carottes. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez déjà conditionné à aimer ça. Qu'est-ce que vous adorez déguster ? Moi, c'est les truffes, par exemple. Oh là, je suis gourmande, donc j'aime beaucoup de choses. Allez, on va dire le chocolat. Le chocolat. Voilà. Si, en revanche, voilà, si vous n'avez pas mangé de chocolat depuis très longtemps, pour peu importe quelle raison, et que je vous montre une pub extraordinaire sur le chocolat, là, vous allez vous ruer dans votre magasin pour aller acheter du chocolat. Pourquoi ? Parce que il faut avoir un terrain pour adhérer à une idée, à une pensée, et en parler, exprimer sa pensée, ça ne fait qu'aviver un terrain qui existe déjà. Donc, une pensée en soi n'est pas dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est ce qu'on va en faire. Quand je dis qu'il faut valoriser l'excellence, la performance, je ne dis jamais à mes enfants « allez tuer tout le monde autour de vous, comportez-vous comme des sagouins avec vos congénères ». Je leur dis « soyez authentiques » et cette authenticité va faire que naturellement, vous respecterez les autres. Si vous êtes authentique, bon ça c'est un développement que je fais dans le livre et vous pourrez voir parce que c'est peut-être un peu long, mais si vous êtes authentique, vous serez naturellement respectueux. Mais en tout cas, allez chercher à être les meilleurs pour vous-même. Et je pense que, si on en revient à cette censure, je pense que il faut qu'on mette un terme à ces gens qui vont nous dire ce qui doit être une honte ou pas une honte. En fait, je vais pas avoir honte parce que vous me dites qu'il faut que j'ai honte.
Alors pour approfondir, vous dites en Science ou ailleurs, l'indignation est la posture anti-pensée par excellence. Pourquoi ? Oui, c'est ça. Alors, c'est la fameuse phrase de Nietzsche qui dit « Nul ne ment autant qu'un homme indigné ». Et je crois qu'en fait, quand on s'indigne, vous savez, ces gens, les fameux « c'est une honte », mais comment oses-tu dire ça ? Il y a ce truc comme ça où tout d'un coup, on est là, on a envie de rougir, de dire « mais oui, mais zut, en fait, je suis pas du côté du bien, je suis du côté du mal dans ce que je viens de dire ». Vous voyez, de dire, je reprends ce même exemple, de dire « et si on abolissait le salariat ?» En quoi c'est mal en soi ? Pourquoi je serais du côté du mal ? Parce que je dis que je pense que ça n'élève pas l'homme. Je crois que ceux qui sont du côté du mal, dans ce que je considère comme étant le mal, ce sont ceux qui pointent du doigt une idée qui peut être différente de celle à laquelle ils souscrivent au quotidien. Et donc je pense que quand on s'indigne, on empêche tout débat, on empêche toute pensée. Et voilà, on court-circuite les choses et on jette l'opprobre sur la personne en face de soi et on ne le rend même plus humain, justement. Alors que, soi-disant, on est un humaniste et on veut le mieux pour l'humain. Et tout d'un coup, on le rend inhumain. On dit, toi, t'es inhumain, je parle même pas avec toi, tu es une honte, etc. Et ça, ce sont les outils de communication de l'humanisme aujourd'hui et contre lesquels je m'élève. Au-delà de la posture de l'indignation, comment l'esprit essentialiste d'aujourd'hui dessert la science ? Elle dessert la science, je pense, parce que il y a ce que j'appelle les scientistes. Les scientistes, c'est pas pareil que les scientifiques. Les scientistes, ce sont les gens qui vont vous amener de la science très mécanisée pour tout expliquer, ou alors pour aller contrer une idée que vous avez. Vous avez une idée, en général, elle est plutôt philosophique au départ. C'est le salariat, c'est une idée plutôt philosophique. C'est comment l'homme sera-t-il le meilleur lui-même ou le mieux dans ses baskets ? Est-ce que c'est par le salariat ou par une autre forme de contrat avec autrui pour travailler ? Donc cette idée-là, au départ, elle est philosophique. Et puis, il y a des gens qui vont venir pointer des détails simplement pour vous dire que vous dites n'importe quoi. Donc ils vont vous dire ah ben non, la science a dit que le salariat, vous avez bien vu telle étude scientifique qui dit qu'on est mieux quand on est salarié que quand on n'est pas salarié. Puis voilà, ils vont vous pointer vraiment un tout petit bout de la lorgnette ou une étude qui va dire que pour vous montrer que vraiment vous dites n'importe quoi. Ou alors, il y a ceux qui vont être des scientifiques mais qui vont n'utiliser la science que pour dire que l'autre a tort. Ceux qui vont faire des revues scientifiques, ils vont passer leur vie à faire des revues scientifiques sur tel scientifique, ce qu'il a dit, je vous le démonte en 3 temps, petit 1, petit 2, petit 3. Et voilà, ils vont passer leur vie à dire les autres ont tort, mais ils ne vont pas proposer de nouvelles idées. Ce sont des mécanistes. Et ça enlève de la grandeur à la science, au réductionnisme, et ça empêche d'avoir des idées nouvelles. Quand on a des idées nouvelles, forcément, on est dans l'à peu près, parce que une idée, il faut d'abord qu'elle émerge, et puis après que certains s'en emparent, et puis après qu'on aille dans le détail. Mais d'abord, il faut lui permettre d'émerger. Et avec ces nouveaux censeurs, ces mécanistes, ces réductionnistes, eh bien, on ne peut pas pousser une idée plus loin, parce que d'emblée, elle est mise de côté, parce que ça serait pas scientifique. Alors à propos des enjeux environnementaux, vous écrivez « On voit pulluler les solutions d'urgence pour réduire sa propre énergie, mais rarement la seule et unique solution viable, à moyen et long terme, s'attaquer à la démographie ». En quoi la démographie est la solution face à ces enjeux ? Je pense que la démographie pour l'environnement, ça me paraît du bon sens. Après, c'est vrai que je suis vraiment pas une spécialiste, donc qui suis-je pour dire ça ? Mais ça me paraît être du bon sens que de dire que forcément, si on est aujourd'hui 8 milliards sur la planète et que demain on sera 10 milliards et qu'à partir de 10 milliards seulement, les spécialistes de la question nous disent que on va commencer à décliner, 10 milliards, c'est quand même déjà beaucoup. Et il va nous falloir quelques temps encore pour arriver à 10 milliards et déjà à 8 milliards, j'ai l'impression qu'on a une planète en feu. Donc, je trouve que évidemment que l'écologie, toutes les mesures écologistes sont très bien. Enfin, je même pas à les discuter, c'est pas mon domaine. Mais en tout cas, j'ai pas envie de vivre dans une planète où tout est pourri, où on fait pas attention, où on jette les papiers par terre, où on consomme à outrance, évidemment. Mais je pense que déjà sur le plan écologique, ça me paraît être du bon sens. Et ensuite, sur le plan, là, qui est vraiment dans ma partie, sur le plan psychologique, sur le plan psychocomportemental, là, je crois que plus on est nombreux, et moins on peut faire la différence par rapport à ses congénères, et plus on se sent mal. Je trouve qu'on sent qu'on est de plus en plus noyé dans la masse et qu'on doit toujours faire plus. On nous a mis cette société où l'humain est sacré et où on ne questionne plus du tout la vie humaine.
je trouve qu'elle nous fait marcher sur la tête parce que d'un côté, on va dire que quelqu'un qui, par exemple, revend des coques d'iPhone, c'est son boulot, ou vend des petites toupies en plastique. Vous avez vu, il y a un an ou deux, c'était la grande mode. Tous les enfants avaient leurs toupies en plastique qui tournaient toutes seules, là, qui étaient, faisaient des lumières, des trucs, je sais pas quoi. Et on va dire, voilà, c'est quelqu'un qui a pas donné de sens à sa vie pour fabriquer des trucs comme ça, et puis en plus en plastique, et qui c'est du business, comme disent les essentialistes. Oh là là, c'est business comme approche. Donc on va taper sur ces gens-là, mais en même temps, on est tellement sur la planète qu'on est obligé d'inventer n'importe quel métier pour arriver à survivre, ou à vivre tout simplement. Il faut bien que tout le monde ait un métier, donc on va avoir des postes en entreprise. Je suis le sous-chief marketing, je sais pas quoi, officer. Il va y avoir des postes à rallonge. Et donc on critique ça, et je trouve à juste titre, parce que tous ces postes, vraiment, on a aujourd'hui des strates et des sous-strates et des sous-strates et des sous-strates d'un métier, alors que parfois on pourrait faire beaucoup plus simple. Sauf qu'on est tellement sur la planète et on ne peut plus faire la différence. Et moi-même, je le vis, et je crois que vous le vivez aussi. Vous faites un podcast qui est d'une qualité que je trouve exceptionnelle et super. Enfin, on peut parler, d'élayer un sujet. C'est vraiment pour nous, et je pense que pour vos auditeurs, c'est pareil, ça vaut de l'or. Et je crois que vous, comme moi, en tant qu'auteur, vous êtes obligés de faire du marketing, de faire porter votre voix d'une autre manière. On est obligé aujourd'hui de faire en sorte d'être vu, de tout faire pour être vu, parce que sinon, à quoi ça sert que vous fassiez votre podcast si personne ne l'entend, si personne ne sait qu'il existe? Donc on est obligé de se prostituer un petit peu pour aller se faire connaître. Et après, on nous reproche de vouloir faire du business. Et donc, je crois que c'est simplement le nombre, déjà, mécaniquement. On est 8 milliards sur la planète, et quand on sera 10 milliards, ce sera encore pire. Il faut qu'on fasse la différence d'une certaine façon. Et donc, plus on est, et moins on est bien dans son esprit. Autrefois, il y avait le médecin du village. Aujourd'hui, le médecin, le boulanger, dont évidemment que je caricature. Mais en tout cas, chacun avait sa place. Et on avait identifié professionnellement celui qui faisait tel ou tel métier. Aujourd'hui, le médecin de Paris, c'est un petit peu difficile. Le médecin de Lyon, c'est la même chose. Et même le médecin de ma petite commune de 2500 habitants, c'est pareil. Il y en a plusieurs. Il n'est pas le seul. On va pas dire c'est le nôtre, quoi. Il y a plus cette particularité de chacun. Donc, je crois que notre besoin à tous, c'est ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance. Nous avons tous besoin de nous sentir puissants dans le sens d'important. Nous avons tous ce besoin de nous différencier des autres. Et quand nous sommes malheureux, tous, même ceux qui vont vous dire « mais non, moi j'ai pas besoin d'être puissant », en fait, quand vous voyez, vous leur posez des questions sur les moments de leur vie où ils sont malheureux, et ils vont vous dire je suis malheureux quand je suis dans un groupe d'amis et que personne ne me remarque, que à moi personne n'a posé de questions pour savoir comment j'allais, qui j'étais, ce que je faisais, etc. Je suis malheureux quand je suis dans mon entreprise et que j'ai l'impression d'être un numéro, j'ai l'impression que je suis complètement remplaçable et que ce soit moi ou un autre qui fasse ce boulot-là, ça va rien changer. Et donc ces gens-là vous l'expriment comme ça. Mais quand on dit ton problème, alors c'est un problème de volonté de puissance, c'est un problème de puissance, tu ne te sens pas important. Ah mais non, moi j'ai pas besoin d'être important. Si, en fait, ce que tu viens d'exprimer, c'est que tu avais besoin de te sentir important aux yeux des autres. Et c'est pas mal. C'est pas un mal de vouloir se sentir important aux yeux des autres. Et vouloir se sentir important, c'est vouloir être vu. Et quand votre enfant revient de l'école et qui vous dit « Ah ouais, le prof m'a dit que j'avais fait du super travail », ça veut dire du super travail par rapport aux autres. On dit toujours « Mais te compare pas, il faut pas se comparer, etc. » Mais si le prof t'a dit à toi que tu avais fait du super travail, ça veut dire par rapport aux autres. Ça veut dire que là, alors bien sûr, certains vont dire « Mais non, c'est par rapport à toi-même, par rapport à ce que tu avais fait avant et tout ça. » Mais si on sait que c'est un enfant qui fait toujours le travail à peu près de la même façon et que là, cette fois-là, le prof dira « Ah, mais vraiment, tel enfant, il fait vraiment du super travail. » Ça veut dire par rapport aux autres. Et on est content de ça. Quand votre enfant revient avec une note excellente, il revient avec la meilleure note en maths, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez appeler votre conjoint pour lui dire « Ah, dis donc, ton fils, il a eu la meilleure note en maths, etc. » Et quand on dit ça, ça veut dire qu'on est content. On a vu que son enfant avait de l'importance. Et donc, soi-même, évidemment, en tant que parent, on est très fiers de ça. Et c'est pas un mal. C'est pas un mal. Donc, nous cherchons toujours à gagner en visibilité. Mais c'est pas une mauvaise visibilité. Nous voulons être vus. Et on aime celui qui va nous voir. Et on n'aime pas celui qui ne va pas nous voir.
Celui qui ne nous voit pas, on a envie de le tuer. Et celui qui nous voit, on a envie de l'embrasser. Donc c'est pour ça que je pense que nous sommes trop sur cette planète et que ça nous fait du mal. Après, on peut parler de l'eugénisme ou parce qu'on va me dire, mais alors qu'est-ce que vous préconisez pour ça? Et je ne préconise rien, en fait, j'en sais rien. Moi, je suis là pour apporter de la psychologie, de la philosophie, pour dire qu'on est mal. Je ne suis pas un personnage politique, j'ai pas envie de l'être. Donc, je sais pas quelles sont les solutions qui seraient bonnes. Là, les politiques sont meilleurs que moi pour ça. Mais je pense qu'on peut trouver des solutions qui soient pas une extermination en masse et qui soient tout à fait viables pour l'humain. Contrôler les naissances. Exactement, contrôler les naissances, ou même il y a des façons. Pareil, les humanistes peuvent hurler d'entendre ça, mais je dirais, vous voyez, je dis que je connais pas les solutions, et c'est vrai que je les connais pas, mais ce sont les idées qui me passent par la tête là. Augmenter le coût de l'université, comme aux États-Unis. Je sais pas si c'est un souhait justement eugéniste d'augmenter le coût des universités, mais quand on augmente le coût d'une formation universitaire, par exemple, ou d'une formation scolaire, eh ben forcément, on se pose des questions sur le fait d'avoir 10 enfants, quoi. Parce que si on veut que ces enfants aient une bonne formation, ben voilà, ce sont des choses. Aujourd'hui, ça n'est pas entendable de dire ça. Et ce que je dis, c'est, je sais pas, je suis une intellectuelle. Je crois, je suis même sûre que c'est une honte, pour employer un terme essentialiste, qu'on nous empêche de décocher, nous, des flèches avec notre pensée, de dire, je crois que c'est une honte de nous dire c'est une honte. Il n'y a pas de honte à penser quoi que ce soit. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tuer des gens, etc. Mais je suis en train de soulever des questions. Il y a des questions qu'on n'a pas le droit de pas se poser. Même toutes les questions, on n'a pas le droit de pas se les poser. Et je crois que nous, c'est notre boulot de se les poser. Et un intellectuel qui arrive là et qui est juste là pour vous dire Nietzsche a dit ceci à tel moment, et moi je pense plutôt que quand même c'est un petit peu différent, moi je serais plutôt cartésien que nietzschéen, et ben bon, il nous fait passer un bon moment, mais je crois pas qu'il remplisse pleinement son rôle d'intellectuel. Au même titre que le sportif, l'artiste, l'artisan, au moment où vous devez agir, il n'y a plus de réflexion qui tienne, philo-cognitif ou non. Sentez, éprouvez, décidez. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous serez en intelligence. Que votre pensée soit audacieuse, toujours, qu'elle tente des percées. Elle se plantera 1000 fois et vous offrira le plus beau des diamants une fois. Mais quoi ? Ne préférons-nous pas ça à la perspective de ne récolter chaque jour de sa vie que de mignonnes petites nacres ? Je vous parle d'audace et vous vous imaginez certainement braver noblement les éléments quand d'autres restent planqués. C'est vrai, mais ce n'est pas seulement cela. Pensez aussi à l'audace comme une existence entière, à flirter toujours avec le ridicule et parfois même à l'embrasser. N'oubliez jamais que ceux qui n'ont pas d'audace sont handicapés par 2 poids. Leur peur pour leur sécurité et leur peur pour l'image qu'ils renvoient. Un double égocentrisme. Comme si leur vie valait si cher qu'elle ne souffrait pas une seconde d'être mise en jeu. Comme si l'image qu'ils renvoyaient était si pure qu'il ne fallait pas les corner. Vous ne serez pas de ces philo-cognitifs frileux qui brandissent le principe de précaution pour prévenir de dérives. Les politiciens s'occupent des dérives. Les philo-cognitifs s'occupent de penser de façon audacieuse. Les philo-cognitifs qui manquent d'audace sont, à mon sens, généralement plus malheureux, pourtant bien lovés dans leur cocon de respect de la part des autres, parce qu'ils ne disent aucun mot sans qu'ils soient pré-soupesés, soupesés et ressoupesés. Parce qu'ils n'utilisent leur capacité merveilleuse à réfléchir que pour endosser au quotidien une petite casquette d'inspecteur de la pensée des autres, qui leur confère un statut de respectabilité, de supériorité de droit. Ils sont philo-cognitifs, c'est prouvé. Ce sont des philo-cognitifs qui ne se sont pas transformés en intellectuels pour le monde, ni en penseurs de leur vie. Ils ne font pas danser le monde des idées. La peur du ridicule prévient contre le ridicule, à l'évidence, mais elle prévient aussi contre l'intensité de la vie, contre l'originalité, contre l'excellence, contre le dépassement de soi. Bien sûr, je suis fascinée par les performants de tous ordres, de Kim Kardashian à Roger Federer en passant par Pablo Picasso, parce qu'ils sont de grandes références en intelligence, parce qu'ils font honneur à l'embellisme chacun à leur manière. Je ne fais pas de différence, mais les individus dont je me sens la plus proche sont les grands intellectuels, performants ou non d'ailleurs. Nietzsche, Einstein, Dumas père, Taleb, Harari, Georges Bernard Shaw, ce sont les miens. Et à l'évidence, je ne veux pas renier les miens, au contraire.
J'ai même envie que mes enfants développent une part de ces gens-là dans leur parcours de performance. Aussi, loin de moi l'idée de promouvoir une existence sans pensée, sans raisonnement, une existence juste pour performer. Seulement d'utiliser sa pensée au moment de penser et son instinct au moment d'agir. Je dirais même mieux, utiliser une pensée d'excellence au moment de penser et une intuition digne de Nostradamus au moment d'agir. Fanny, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? J'ai choisi cet extrait parce que je trouve que c'est celui qui résume le mieux tout ce que je propose dans ce livre. Alors je parle de plein de choses, hein. Vraiment il regroupe beaucoup d'éléments. Il y a la philocognition, dont j'ai parlé dans pratiquement tous mes livres. La philocognition, c'est le fait d'avoir de grandes capacités de raisonnement, ce que d'autres appellent les surdoués précoces, zèbres au potentiel. Moi, j'appelle ça les philocognitifs. Donc, je parle de la philocognition puisque je suis philocognitive moi-même. Vous l'êtes vous aussi. Et je crois que beaucoup de vos auditeurs le sont. Ce sont ces gens qui passent tout par le filtre de la pensée, qui ont besoin de penser en permanence. Et j'avais envie de leur parler aussi à eux en particulier. Parce que je crois que d'être un penseur, encore une fois, qui ne décoche pas de flèche avec sa pensée, eh bien, c'est une existence triste de philocognitif. Et que nous, les philocognitifs, nous ne devons pas être dans le jugement ou dans le c'est une honte, madame, assez typique des essentialistes, et nous devons être des Robins des Bois avec notre pensée. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je trouve que cet extrait, il explique comment, même quand on est un penseur, parce que c'est assez antinomique, je n'arrête pas de dire dans ce livre qu'il faut oublier la pensée, qu'il faut aller dans l'instinct, qu'il faut écouter son flair, son instinct pour être en état d'intelligence. Donc là, je trouve qu'avec cet extrait, je remets le raisonnement, je lui redonne ses lettres de noblesse, à mon sens bien sûr, en disant « je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas raisonner, mais qu'il y a un temps pour raisonner » et un temps pour être au contact avec la vie, avec son flair, avec son instinct. Et c'est toute l'idée de ce livre, c'est de dire que pour être en état d'intelligence, ce que j'appelle l'état d'intelligence, c'est cet état où on montre le meilleur de ses capacités, on montre le meilleur de soi-même. Donc le philocognitif va montrer le meilleur de sa pensée, le sportif va montrer le meilleur de son talent athlétique, etc., etc. Donc le Graal de l'état d'intelligence, c'est la performance. Et pour être en état d'intelligence maximale, c'est-à-dire en performance, il faut être quelqu'un d'instinctif. Il faut sentir, flairer et justement arrêter de raisonner. Le raisonnement, c'est pour l'entraînement, c'est pour décomposer les choses, et ensuite on se lance. Et même avec la pensée, on peut faire la même chose. Et on est bien meilleur avec sa pensée quand, après l'avoir travaillé évidemment, après avoir tendu vers l'excellence, eh bien on est prêt et on se lance sans plus réfléchir. On est bien meilleur même pour la pensée. À propos des femmes qui ont marqué leur temps comme Cléopâtre, la Grande Catherine, Frida Kahlo ou Simone Veil, vous écrivez « Ce qu'avaient ces femmes de particulier, c'est qu'elles portaient en elles un fort ratio masculin ». Oui, tout à fait. Suggérez-vous par là que les écoles, en tout cas féministes, devraient encourager l'expression du masculin chez les femmes, puisqu'elles ne le font aujourd'hui? Alors, j'ai l'impression que c'est ce qu'elles font souvent, je trouve pas assez. En fait, j'aime les féministes d'aujourd'hui quand elles nous montrent qu'une femme aussi peut le faire, en nous donnant de super exemples. Il y a plein de grandes femmes aujourd'hui. Vous faites partie, je trouve. Voilà, je trouve que les femmes qui montrent sans forcément dire vous voyez, moi aussi, en tant que femme, je peux le faire, mais simplement en montrant cet exemple naturellement que les femmes peuvent le faire, là, je trouve que c'est du féminisme chouette. Après, quand on veut instaurer des quotas, quand on veut faire en sorte que les femmes aient des privilèges, ce que je considère comme étant des privilèges. Je me souviens plus comment il s'appelait, ce monsieur qui était président du festival de Cannes. Je crois que c'était celui de l'année dernière. Bon, je sais plus. Mais ça m'avait vraiment agacé son discours. Il avait dit entre deux films de même valeur, celui qui sera apporté par une femme aura la priorité, quelque chose comme ça. En tout cas, vraiment, ce discours-là m'avait profondément heurtée, d'abord en tant qu'être humain et ensuite en tant que femme.
parce que voilà, je trouve que ces discours-là sont très dévalorisants pour nous, comme si on avait besoin de ces béquilles pour y arriver. Et souvent, on nous dit, bah oui, mais si on donne pas la place aux femmes, alors aux petites filles, aux femmes, alors elles n'y arriveront pas. Et je pense qu'en fait, il y a plein d'exemples dans l'histoire, ceux que vous avez cités, je sais pas, oui, Frédis, ou Hatshepsut en Égypte, enfin, il y a la grande Catherine, Cléopâtre, enfin voilà, toutes ces femmes ont vécu dans des moments quand même de l'histoire où les femmes n'étaient pas forcément bien traitées, n'avaient pas toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui, et pourtant elles s'en sont quand même sorties. Et avec quoi elles s'en sont sorties ? Elles s'en sont sorties avec leur dimension masculine. En fait, quand on parle de féminin et de masculin, quand on pense au féminin, en fait, on pense à la douceur, à la bienveillance, à la rondeur. On pense à tous ces éléments-là. Et quand on pense au masculin, on pense davantage à la force, au courage, à l'ambition, à la détermination, au combat. On pense à ces dimensions-là. Donc il y a ces dimensions en l'homme comme en la femme. Il y a ces deux dimensions de rondeur féminine ou de hargne masculine, on va dire. Et ce que je défends, c'est que quand on dit par exemple de quelqu'un qu'il a de la personnalité, eh bien c'était plutôt une composante masculine qu'on va mettre en avant. Quelqu'un qui a de la personnalité, c'est quelqu'un qui est plutôt éclatant, qui a du caractère, qui va être piquant. Quand on dit de quelqu'un qui n'a pas de personnalité, ça va être plutôt quelqu'un qui est justement dans cette rondeur féminine, qui est plutôt effacé, qui va plutôt être dans cette idée d'équanimité, d'avoir toujours plutôt la même humeur, toujours. Il y a cet équilibre féminin. Donc, pour l'homme comme pour la femme, je crois que nous gagnons toujours à développer ce masculin. Et nous sommes dans une ère qui développe et qui promeut beaucoup plus le féminin que le masculin. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut ne pas être ronde. Je suis la maman la plus douce et la plus câline qui soit avec mes enfants. Mais je mets en avant à ce moment-là mon côté féminin. Mais je pense que le masculin, aujourd'hui, il est pointé du doigt, encore une fois, par nos essentialistes, nos humanistes. Ils vont nous dire de vouloir être meilleur que les autres, c'est pas bien. De vouloir se battre, c'est pas bien. Le courage, c'est au contraire de montrer sa vulnérabilité. C'est pas de montrer qu'on est le plus beau, le plus fort, etc., etc. Et au contraire, dans notre ère aujourd'hui où on dit qu'il n'y a pas ou pas assez de place pour les femmes, eh bien, j'ai l'impression que on est dans une ère ultra féminine ou ultra féminisée. C'est-à-dire que les hommes qui sont des hommes bien sont souvent des hommes qui montrent leur sensibilité, voire leur hypersensibilité. Quand on dit d'un patron, par exemple, qu'il est très humain, c'est un patron qui est hyper rond, hyper à l'écoute. C'est pas le patron qui va dire ouais, let's go, on y va. Allez, vous êtes des fillettes ou quoi Celui-là aujourd'hui, on le déteste, on va dire. Et c'est pas quelqu'un de bien, forcément. Donc, à l'école, les garçons sont beaucoup plus maltraités, je sais pas si je peux aller jusque-là, mais que les filles. Les filles qui sont beaucoup plus sages, beaucoup plus rigoureuses, beaucoup plus adaptées socialement à ce moment-là à l'école sont beaucoup plus valorisées que les garçons. Les garçons, ils prennent des heures de colle tout le temps. Et quand ils se comportent comme des garçons, quand ils sont bougeons, hyperactifs, castagneurs, etc. Là, on va leur dire, ouais, il y a un problème, tu vas chez le psy tout de suite, tu as un problème psychocomportemental, mon cher, il y a un trouble du comportement. Et voilà, les garçons souffrent énormément à l'école, mais eux, on va rien faire, on va pas leur donner de béquilles à nos garçons qui souffrent à l'école. Les garçons sont plus performants plus tard professionnellement, mais pour ça, on va les dévaloriser, on va dire c'est pas bien, vous utilisez trop votre pouvoir et tout ça, et on va valoriser les femmes plus tard, et on va leur donner des béquilles. Donc je trouve qu'il y a cette sorte non seulement d'injustice, mais en plus, je crois que ce qu'on n'a pas compris, c'est que nos filles, moi j'ai une fille que j'adore, si tu m'écoutes Rose, je t'embrasse et je t'aime. Évidemment, j'ai pas envie qu'elle soit maltraitée par le système, qu'elle vive des injustices, etc. Mais ce que je fais pour qu'elle puisse vivre une vie de femme merveilleuse, c'est que je développe beaucoup son masculin. Je fais pas d'elle une camionneuse qui va jurer en permanence, mais je lui dis, je veux que tu sois ambitieuse. Quand elle me parle de ses copains d'école et de des garçons de sa classe qui est, paraît-il, insupportable parce qu'il se prend des heures de colle tout le temps, il prend la parole de façon intempestive, il est apparemment tout ce qu'il faut pas. Je lui dis, moi,
moi j'aimerais bien que tu prennes un peu de lui. Je te dis pas que j'ai envie que tu aies des heures de colle toute la journée, mais j'aimerais bien que tu aies son audace en fait, que parfois tu prennes la parole sans la demander, sans être toujours la petite fille super sage et tout. J'aimerais bien que tu développes ce truc-là. Je trouve qu'en fait c'est chouette ce garçon, je trouve qu'il te donne un bon exemple. Alors que la plupart des parents, en parlant de ce jeune homme, et s'il nous entend, il s'appelle, je crois qu'on peut le citer, parce que pour moi, c'est un garçon chouette, il s'appelle Dorian, il me connaît pas, il sait pas que j'existe, mais j'en entends souvent parler. Et ce Dorian, c'est devenu un exemple pour nous, de dire, c'est un exemple d'audace, alors que c'est le cancre de la classe et que, paraît-il, il va peut-être même se faire virer. et je dis, mais peut-être qu'il dirigera le monde, ce garçon, en fait, on n'en sait rien. Et c'est pas parce qu'il est le dernier de la classe qu'il fera rien. Et il porte ce côté masculin, pas forcément le sage intellectuel. Et ça, je trouve qu'on le met pas assez en valeur et que souvent les cancres deviennent des super performants. Mais à l'école, ce garçon-là, il est maltraité. On le perçoit comme un nul, comme un mauvais. Aujourd'hui, ce que le système lui renvoie, c'est un truc de t'as pas ta place ici, quoi. Va dans une école qui accepte les enfants qui se comportent mal comme toi, mon petit. Et je trouve que c'est un bon porteur du masculin. Et nous, on doit développer chez les femmes, comme chez les hommes d'ailleurs, bien sûr que la sensibilité c'est chouette, mais l'audace, ce truc masculin de je vais te montrer que je suis meilleure que toi. Mais c'est beau, je trouve ça esthétique, je trouve ça magnifique. À propos des enfants, vous expliquez que l'expression « vos enfants ne sont pas vos enfants » vous irrite. Pourquoi ? Parce que c'est cette idée de je ne veux rien pour mon enfant, il faut qu'il fasse sa vie tout seul, de façon autonome. En fait, on projette énormément et c'est naturel dans ses enfants. Son enfant, c'est le prolongement de soi-même. Il est censé devenir un meilleur nous-mêmes. Or, cette phrase du magnifique penseur, vous le prononcez probablement mieux que moi, Khalil Gibran. Khalil Gibran, ouais. Voilà. Ouais. Eh bien, cette phrase-là, elle dit une fois que tu l'as mis au monde, il ne t'appartient plus. Je trouve ça magnifique et je trouve ça très poétique, je trouve ça merveilleux. Et cette phrase, elle était dans la salle de bain de ma maman pendant toute mon enfance. Mais elle dit aussi, il ne faut pas que tu veuilles quoi que ce soit de plus pour ton enfant. Il est né, et donc c'est encore l'humanisme qui s'exprime. Maintenant qu'il est né, il appartient à tout le monde sauf à toi, en fait. Ces mamans tigres, ce sont ces mamans qui sont là à tout faire pour leur enfant, à être derrière, à les pousser, les booster, etc. Alors je trouve, pour avoir été beaucoup maman tigre avec mon premier enfant, Victor, avec mon fils qui est grand maintenant, beaucoup moins avec ma fille, mais quand même toujours maman tigre. Je trouve que il faut pas passer d'un extrême à l'autre. En fait, vos enfants ne sont pas vos enfants, il poussera comme il veut, il fera ce qu'il veut dans sa vie, il verra quand le moment sera venu pour lui de faire ses choix, etc. Je trouve ça absurde et pas bon pour les enfants. Mais le côté maman tigre à l'extrême, celle qui est là tout le temps en train de pousser son enfant, de lui faire des devoirs en plus, des trucs en plus pour qu'il soit le meilleur. Je l'ai vécu, hein. Moi, j'ai fait ça avec mon fils. Je trouve que c'est pas bon pour plein d'autres raisons. La première raison, c'est qu'il ne s'approprie pas sa volonté, son ambition. C'est d'abord, je le fais parce que je suis obligée de le faire. D'abord, je le fais pour maman, et puis après, je me l'approprie. Et du coup, le après, il peut être très long, et donc ça peut enlever de la rage à un enfant. Et mon fils, vraiment, cette rage, il commence à l'avoir seulement, entre guillemets, maintenant, à 20 ans. Et bon, je trouve qu'il est devenu un jeune homme magnifique, merveilleux. Mais voilà, je pense que l'erreur que j'ai pu faire avec lui, ça aura été peut-être d'être trop tigre. Et maintenant, voilà, je pense que être une maman tigre, c'est chouette. C'est vraiment bien de vouloir quelque chose pour son enfant, de vouloir le façonner. Mais le truc chouette, c'est de le façonner à une philosophie. C'est-à-dire de ne jamais laisser passer le fait que, par exemple, je vous donne un exemple. Ma fille m'a dit la semaine dernière dans la voiture, elle disait oui, le prof de je sais pas quoi, il a dit que si on oubliait un cahier, eh bien on avait une punition. Et je trouve que c'est pas juste parce que quand on oublie, c'est une vraie réflexion de philo-cognitive. Elle me dit par définition, si tu oublies, c'est que tu peux pas y penser. Si j'avais été essentialiste, j'aurais dit oui, c'est tout à fait juste, ma chérie, c'est pas de ta faute si tu oublies. Si tu oublies, c'est simplement que ta mémoire a pas été là. Tu es comme ça, t'as peut-être une moins bonne mémoire que les autres, ou à ce moment-là, tu y as pas pensé. Mais c'est vrai que ce prof, il est pas sympa avec toi. C'est pas bien. Je vais aller lui parler pour lui dire que tu y es pour rien si tu oublies un cahier. Oui. Et ce que je lui ai dit, c'est
s'il te disait demain, tu meurs si jamais tu oublies ton cahier, tu crois que tu l'oublies ton cahier ? Non. Voilà. Donc, il a raison, ton prof. Il a raison parce que c'est toi qui choisis là où tu vas porter ton attention. Toi, ma chérie, tu es fan d'équitation. Donc, tu vas pas oublier un jour ton cours d'équitation. Il n'y a pas un jour où tu vas oublier tes affaires, etc. Si tu oublies, c'est vraiment l'exception. Mais la plupart du temps, t'as tout ce qu'il faut pour l'équitation et t'attends ça avec impatience et tu vas pas oublier ton cours par hasard. Par contre, un autre cours que tu as, que tu n'aimes pas particulièrement, celui-là, qui est en dehors de l'école, celui-là, si je te dis pas attention, t'as ton cours de, je vais pas dire quoi, mais t'as ton cours de trucs tout à l'heure, tu vas dire ah oui c'est vrai j'avais oublié. Pourquoi ? Parce que c'est pas fondamental pour soi. Et en fait la mémoire va fonctionner avec l'attention qu'on porte aux choses. Et donc en ça, qu'est-ce que je fais avec ma fille quand je dis ça ? Je suis maman tigre, je lui apporte notre philosophie à nous, qui est une philosophie embelliste, qui est la religion dont je souhaite parler, que je souhaite valoriser, qui est la promotion de la philosophie existentialiste. Donc chez nous, existentialistes, on porte notre attention sur des choses qui sont importantes pour nous, pour que nous nous développions. Ce qui veut dire que si toi, il est important que tu n'oublies pas ton cahier, alors tu dois porter ton attention sur ça. Tu dois t'autodiscipliner et c'est pas à moi de te dire de ne pas oublier ton cahier. C'est pas si tu as une punition parce que tu as oublié ton cahier, tu l'auras bien mérité parce que tu n'auras pas porté ton attention et tu n'auras pas été assez discipliné, autodiscipliné pour être un meilleur toi-même. Parmi vos 40 commandements pour mener une vie embelliste, il y en a un qui intrigue, à savoir organiser sa dépression, et un autre qui interpelle en encourageant à avoir des amis racistes et humanistes. Autrement dit, humanistes, essentialistes. Pouvez-vous nous expliquer un peu tout ça ? Oui. Alors, je crois que je vais me faire des amis pour le coup. Alors, pour organiser sa dépression, ce que je dis, c'est qu'en fait, il y a des cycles naturels. Donc, dans mes autres livres, et celui-là aussi, l'art de l'excellence, je parle des 3 stades de l'état d'intelligence. Le premier stade, celui où on n'est pas en intelligence, où on n'est pas bien avec son environnement, je l'ai appelé l'antiphase. Le stade du milieu de l'état d'intelligence, je l'ai appelé la compétence, où on répond correctement aux attentes de son environnement. Et le stade ultime, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la performance. Quand on est en performance, là, on est en super état d'intelligence. Eh bien, pour la dépression, je dis ça parce que très souvent, quand on vit des phases où on a été ultra performant, où on a préparé sa performance et où tout d'un coup on a atteint le climax, comme on dit, ou alors pas forcément où on aura été en intelligence, mais en performance, pardon, mais un moment où tout d'un coup on aura préparé un examen, on aura bûché, et puis on arrive à ce moment fort, et tout d'un coup, forcément, on a une grosse redescente, on a une grosse chute d'un coup. Donc tout d'un coup, on tombe en antiphase. Ça peut être quelques heures ou quelques jours après, ou parfois quelques mois, après avoir vécu ce moment fort, ce climax. Et ce moment-là, on est forcément dans une forme de mini-dépression, de petite dépression, où ses capacités immunitaires vont baisser d'un coup. C'est là qu'on va se choper plein de maladies, ou quand on arrive en vacances après avoir bossé comme un malade, tout d'un coup, c'est là qu'on va être malade. Voilà, on connaît tous ces phases-là. Et donc, ces phases-là, on pourrait les qualifier de dépression. Et je pense qu'il faut organiser ce moment de dépression, ce moment d'antiphase. Donc, le premier truc, je pense que c'est de se faire une cure de vitamines, mais tout de suite après le moment fort, de faire attention à ça, pour pas être malade pendant cette période alors qu'on peut la mettre à profit. Et justement, à ce moment-là, on peut pas être en performance. On n'a pas les moyens. On peut pas être vraiment un warrior, justement, comme ce que je prône tout au long de ce livre, être dans son instinct, etc. Et justement, c'est le moment où on n'écoute pas son instinct, parce que à ce moment-là, son intuition, plutôt, on ne transforme pas son intuition en instinct, on ne prend pas de décision sur la base de son intuition, parce que c'est peut-être le seul moment où là, l'intuition est déréglée. On va confondre ses peurs avec ses intuitions. Donc à ce moment-là, on les écoute pas, et à ce moment-là, on se met officiellement en dépression. Donc on fournit le minimum syndical au travail. C'est tout l'inverse, en fait, de ce que je prône tout au long de ce livre. On fournit le minimum syndical, mais on s'organise pour ça. On fait pas du mauvais travail, mais on fait le minimum qu'on peut faire avec l'énergie qu'on a à ce moment-là. Et puis,
on utilise ce moment-là aussi pour justement réfléchir, être en retrait, se retirer du monde, penser à ce qu'on va faire pour la suite. C'est vraiment le moment d'utiliser cette dépression pour ne pas subir, justement parce qu'on pourrait subir en étant malade, en n'étant pas bien, et puis en se plaignant, en ayant une forme de baby blues où on est là, où on se plaint du monde, on dit oh là là, voilà, maintenant le monde va... On pourrait voir le monde tout noir. Non, au contraire, on se retire du monde en le choisissant. Si on peut pas, on fournit le minimum syndical avec les engagements qu'on a. Et on se paye ce moment d'énergie basse. On se paye ce moment où, éventuellement, je vais exagérer un peu, mais on se lave pas, on parle à personne, on sociabilise pas, on est retiré du monde et on prévoit la suite et on laisse sa pensée vagabonder, on n'a pas d'objectif quand on regarde un coucher de soleil, on laisse sa pensée être créative et créer toute seule. Et là, ce sera une période qui sera assez constructive. Puis après, tout doucement, on se remet au sport, on fait des phases de remontée en puissance pour ensuite revenir dans la vie. Mais avant ça, on accepte ce moment-là et on en tire le meilleur parti. Et puis pour la deuxième question, avoir des amis racistes et humanistes. Oui. En fait, je crois qu'il faut être raccord avec soi-même, il faut être en concordance avec soi-même. Et quand je parle d'ouverture d'esprit, de décocher des flèches avec sa pensée, etc., je sais qu'il y en a d'autres qui font ça, qui décochent des flèches avec leur pensée, et qui sont des flèches qui vont pas forcément dans mon sens. Et je pense que ces humanistes essentialistes qui parlent en permanence d'ouverture à la pensée de l'autre et qui vont fustiger quelqu'un parce que il a dit que le salariat pouvait être aboli ou parce que il a des pensées racistes, je trouve que ça fait preuve de beaucoup de condescendance en fait. C'est comme si leur pensée à eux était forcément la bonne. Et moi, quand je parle à des gens qui sont racistes, la plupart du temps, c'est pas des abrutis. Il y en a des abrutis, mais il y a des abrutis aussi qui ne sont pas racistes. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont racistes que ce sont des abrutis. Il y a des gens qui vont avoir, et puis encore faudrait-il aussi être d'accord sur ce que veut dire le racisme. C'est déjà un grand point. Mais il y a plein de gens qui vont vous dire, moi, je voudrais qu'on arrête complètement l'immigration, qui vont avoir ce genre de discours. Ou alors qui vont vous dire, moi je suis lyonnaise, il y a un quartier qui s'appelle la Guillotière chez nous, et qui est un quartier particulièrement chaud, où il y a particulièrement une forte population maghrébine. Eh bien, j'ai des amis qui vont me dire, moi j'ai pas envie de mettre un pied à la Guillotière parce que je me sens pas en France. Et qui suis-je pour dire, mais quelle honte de dire quelque chose comme ça, vous voyez ? Je me dis, je comprends, en fait, moi j'en ai rien à faire, mais c'est aussi parce que j'habite pas à la Guillotière, peut-être que c'est bien d'être une bonne bourgeoise et puis de dire, non mais moi pas du tout, mais je comprends pas pourquoi tu dis ça. Voilà, j'habite pas à la Guillotière, ça me dérange pas d'aller à la Guillotière, mais je comprends que toi ça t'embête, je comprends que tu te sentes pas en France, vous voyez ? Et je me dis, mais ces gens qui prônent l'ouverture d'esprit, je vais leur montrer, moi, en fait, ce que c'est l'ouverture d'esprit. J'ai des amis qui sont de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, mais qui sont pas des abrutis. Voilà, le point commun entre mes amis, c'est que je les considère pas comme des abrutis, je considère que ce sont seulement des gens qui sont ouverts d'esprit. J'ai même, j'aime pas dire mon ami noir, mon ami homosexuel ou je sais pas quoi, mais j'ai même des amis homosexuels et des amis qui sont homophobes. Et j'aime même pas le terme homophobe parce que je trouve, comme xénophobe, je trouve qu'il y a de la condescendance dans ce mot phobie. C'est-à-dire que ces gens qui nous ont construit ces mots qui utilisent phobie, ils disent que ceux qui n'aiment pas les étrangers, par exemple, c'est parce qu'ils ont peur. Donc toi, t'as pas peur, mais en fait, celui qui n'aime pas les étrangers, c'est parce qu'il a peur. Donc en fait, il y a une forme de condescendance. Toi, t'as pas peur, et les gens sont des pauvres gens qui, eux, sont des trouillards, quoi. Alors que toi, t'as peur de rien, vous voyez. En fait, c'est pas de la phobie. Ça peut être de la phobie, ça peut être de la peur de l'étranger, mais ça peut être simplement que il y a des gens qui n'aiment pas les étrangers. En général, c'est pas tous les étrangers, c'est certains types d'étrangers. Et parfois, on peut comprendre pourquoi, sans être forcément d'accord, mais on peut comprendre pourquoi. Et pour moi, ça, c'est de l'ouverture d'esprit, ça, c'est de l'embellisme, ça, c'est... j'ai des amis qui me disent qu'ils aiment pas les étrangers. Ok, mais après, on parle de plein d'autres choses, on n'est pas d'accord là-dessus, et on peut parler de plein d'autres choses, et ils vont se comporter comme des super amis avec moi. Et pareil pour les humanistes. J'ai des amis humanistes qui vont pas du tout être d'accord avec ce que je dis, on va en parler, on va même fighter à plein de moments, mais par contre, ce sont mes amis de cœur, et jamais je ne les renierai.
un ami en particulier qui est une star de LinkedIn et qui prend des positions qui sont complètement mais à l'opposé des miennes. Et ce garçon-là, s'il m'entend, il s'appelle Sylvain. Eh bien, Sylvain, c'est quelqu'un que je trouve d'une générosité et vraiment, il fait partie de mes amis de cœur. Et pourtant, il est complètement à l'opposé de moi. Et il y a beaucoup d'humanistes qui vous diront que eux aussi, ils sont comme moi, que eux aussi, ils ont des amis qui sont pas comme eux. Et souvent, si on gratte, c'est pas vrai. Souvent, quand ils vont entendre quelqu'un qui considère comme raciste parler, ils vont dire mais quelle honte et dire encore tu es dangereux, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est pas être un homme en vrai. Voilà. Quelles sont, selon vous, les plus belles expressions de l'embellisme / l'existentialisme ? Alors, les plus belles expressions dans la forme comportementale, comment un embelliste doit se comporter pour être quelqu'un de bien ? Dans l'excellence, dans la logique de l'excellence. C'est ça, exactement. Alors, il y a 4 éléments de l'embellisme. Alors, on n'a pas défini l'embellisme et on n'a pas beaucoup de temps pour ça, mais l'embellisme, c'est donc la religion. Vous comprendrez en lisant le livre ce que j'appelle une religion. Une religion, c'est l'application d'une philosophie, et la philosophie, c'est où est-ce qu'on va disposer le bien et le mal. Donc, je crois qu'on a compris où est-ce qu'on dispose le bien et le mal quand on est existentialiste, ou peut-être moi, en tant qu'existentialiste, comment je le dispose. Et donc, un embelliste, je crois qu'il y a 4 points de l'embellisme. J'ai donné 4 lettres, F-E-A-R, ça fait fear. Donc, ces 4 lettres, c'est F, le flair. Un embelliste, c'est quelqu'un qui utilise son flair en permanence. Donc, je dis dans le livre, notamment, si tu sens pas quelqu'un, ne lui donne pas le bénéfice du doute. Si tu le sens pas, on va te dire en général, mais allez, donne-lui le bénéfice du doute, donne-lui une seconde chance, etc., etc. Si vous pouvez faire autrement, éjectez-le de votre système. Parce que très souvent, vous allez vous en vouloir et vous dire « j'aurais dû m'écouter ». Et simplement, vous vous êtes pas écouté parce que y a une forme de bien-pensance qui vous a dit « mais non, attends, non ». Si vous ne sentez pas, utilisez votre flair pour tout et n'importe quoi dans la vie. Si vous sentez quelque chose, allez-y à fond. Bien sûr, il y aura des fois où vous vous planterez alors que vous sentiez, et inversement alors que vous sentiez pas. Mais statistiquement, il faut augmenter votre utilisation de votre flair et vous serez beaucoup plus embelliste, beaucoup plus performant, beaucoup plus intense dans votre vie. Deuxièmement, le titre de ce livre, le E pour excellence. Tendre toujours vers l'excellence. Ça veut dire, c'est Nietzsche qui dit « je suis toujours à la hauteur du hasard ». Et ça, tendre vers l'excellence toujours, ça veut dire être toujours prêt à tout ce qui peut nous arriver, bien sûr dans notre domaine. S'il nous tombe une bombe sur le coin de la figure, on ne peut pas être prêt, il n'y a pas de possibilité pour être prêt. Mais quand vous, dans votre domaine, moi dans le mien, vous avez travaillé à être toujours au top du top de votre sujet, à être toujours prête à pouvoir répondre aux questions qui sont les vôtres, alors là, vous êtes à la hauteur du hasard qui vous vient dans votre domaine. Excellence. Le A, c'est audace. Faites preuve d'audace en permanence. N'ayez pas peur du ridicule. Soyez mariés avec le ridicule. Et j'en parle dans le livre de épouser le ridicule. Si plus vous craignez le ridicule, plus vous l'évitez, c'est vrai, mais plus vous allez vers une petite vie proprette. Et c'est pas ce qu'on souhaite quand on est embelliste. Et 4e, R comme rayonnement. Cherchez toujours à apporter le meilleur de vous-même au monde. Il faut pas le garder pour vous. Philosophiquement, je trouve que ça n'est pas acceptable de ne pas montrer au monde ce que vous avez de meilleur à lui apporter. Peut-être que certains jugeront que ça n'est pas le meilleur, que c'est nul ce que vous apportez. Mais vous-même, ce que vous considérez de meilleur en vous-même, développez-le, faites-le excellemment et apportez-le au monde. Apportez-le sur la table et il y aura forcément des gens qui seront heureux de le voir, de le lire, de l'entendre et de communier avec vous. Eh bien, merci Fanny. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, L'art de l'excellence, en finir avec la dictature des humanistes, paru aux éditions Alizio. Les qualités humanistes peuvent ne pas être en rapport avec les réelles qualités personnelles de l'individu qui les revendique. Soit que la personne vaille mieux, soit au contraire que son statut lui permet de prétendre à une valeur supérieure à son propre et réel mérite. Souvenons-nous de Jérôme Cahuzac et de son fameux « les yeux dans les yeux, je vous le dis ». Ajoutons que la dissonance et la capacité des valeurs à se renverser elles-mêmes en anti-valeurs s'éclairent d'autant mieux quand ces dernières sont lues à la lumière des cultures et des époques. Prenons par exemple l'opprobre sur le mariage pour tous il y a encore quelques années et qui est communément accepté aujourd'hui. Le livre de Fanny Nussbaum est une invitation à la désobéissance aux normes du groupe et à l'expression de soi en disruptant la réussite académique au profit de la rupture avant-gardiste. Bref, une ode à l'authenticité, la créativité, l'inventivité, l'audace et à la liberté.
Voilà, je vous donne rendez-vous sur blumigno.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.